Salut mes petits loups, aujourd'hui je suis ici pour vous présenter et parler du miel. Bon bah c'était juste aujourd'hui, dommage. Donc il y avait des animations adultes et ruches, pédagogie, ainsi de suite. Et toute la fabrication du très très bon miel. Attendez. Et donc voilà ce qu'il fallait voir aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas réellement de ruches parce que forcément c'est l'hiver donc elles hibernent. Mais en tout cas, on a des très belles photos, la diversité des espèces d'abeilles, leurs mœurs, la diversité des plantes. L'osmie ou abeille maçonne. Donc honnêtement c'était une très belle journée aujourd'hui. Très belle exposition. Pour les abeilles, visiblement les antennes sont de puissantes organes sensoriels. Et juste à côté, Eucer ou abeille, à longue corne. Là vous la voyez. Et son explication est en validité. Et juste là, Panurge. Là, nous avons excepté des espèces, les espèces coucou et Ielaeus, toutes les femelles d'abeilles sont pourvues d'organes spécialement adaptés à la récolte du pollen. Et ouais, parce que le principe d'une abeille, c'est de la pollinisation des plantes. Avec le pollen, elle fabrique du miel qui nous est très très favorable. Avec plus de 80 espèces de plantes à fleurs. Donc c'est pour ça que vous avez du miel de châtaigne, du miel de lavande et ainsi de suite. En fonction de miel de fleurs aussi. En fonction de ce que les abeilles vont polliniser où elles sont. Donc ça peut être du miel de forêt. Ou du miel de lavande. Donc forcément, si c'est du miel de lavande, ça a été ce qui a un rucher en plein centre, enfin, en plein champ de lavande. Donc les abeilles sauvages, leur anatomie, voilà. Ça, ce sont les abeilles sauvages, toutes les formes d'abeilles, et là c'est leur anatomie. Schéma de l'anatomie des abeilles. Et il y a le fameux vrai ou faux. Je suis une mouche. Faux. Je suis une. Attendez. On va se mettre comme ça les petits loups. Alors, suis-je une mouche? Faux. C'est une mouche pollinisatrice. Ensuite, nous avons. Suis-je une guêpe? Faux. Enfin bref, vous avez capté. Et donc là, comme vous voyez, c'est quand elles ont les pattes jaunes, elles sont pleines de pollen. Et là, B, c'est que si elles ont du pollen. Et c'est comme ça que ça pollinise, qu'elles pollinisent les fleurs. La pollinisation. Pollinisation, les petits loups. Je vais poser la question, deux, trois questions à une apicultrice. Et là, l'avantage des petits loups, c'est qu'on a une espèce de rucher. Et on va voir l'apicultrice. C'est une apicultrice. On pourra lui poser plein de questions concernant le miel et tout ce qui va avec. Du coup, il faut que... Bon, alors là, je suis avec une apicultrice qui va nous expliquer son boulot. Oui, effectivement, alors c'est un métier d'être apiculteur parce qu'effectivement, on a beaucoup d'apiculteurs amateurs aussi qui sont plutôt majoritaires en France. Et toutefois, c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'apiculteurs qui vivent de leur métier
de proposer du miel, et pas que du miel, de la propolis aussi, de la gelée royale, du pollen. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est la première région apicole de France en nombre d'apiculteurs. Ok, et comment on s'est fini entre un professionnel et un particulier? C'est au nombre de ruches ou... Alors effectivement, entre un amateur et un professionnel, le critère, ça peut être le nombre de ruches, et qui peut être assez variable. Pour la MSA, par exemple, dans la Drôme, dans laquelle je suis, le nombre minimum de ruches, mais qui peut être aussi compensé par un temps consacré à la vente, pour ceux qui font les marchés. On tient compte aussi des heures qu'ils consacrent à la vente de leurs produits. Donc pour la MSA, dans la Drôme, par exemple, c'est 200 ruches. Mais selon les départements, c'est pas tout à fait le même. Après, tout dépend aussi si l'apiculteur professionnel a une autre activité à côté. Moi, c'est mon cas, par exemple, je cultive aussi des plantes aromatiques et médicinales. Et donc, on considère que 50 ruches, c'est vraiment un minimum pour commencer à avoir une activité professionnelle en apiculture, mais c'est très insuffisant pour pouvoir en vivre vraiment. Et après, effectivement, il faut trouver son modèle économique en fonction de l'endroit où on se trouve. Et donc, le nombre de ruches pour être professionnel, il est très variable. Si on est dans une zone très touristique, on va pouvoir très bien valoriser la qualité de son produit. Au contraire, si on est dans une zone où il n'y a pas de touristes et il y a peu de débouchés, en vente directe ou en circuit court, ça va être un peu plus compliqué de vivre bien de son métier. Ok, merci. Et là, si vous pouvez nous présenter une ruche typique, comment ça marche? Alors oui, bien sûr. Donc là, où est la reine? Où sont les ouvriers? Alors la reine en fait, elle est toujours dans le corps de la ruche. C'est là où effectivement, donc là c'est une vraie ruche de production, une ruche d'Adam 10 cadres. Et effectivement, on trouve trois populations d'abeilles différentes en saison. Donc les ouvrières, la reine. Et la reine va se trouver en partie basse. Et c'est là où effectivement la colonie va se développer. C'est là où la reine va pondre. Et les ouvrières vont élever le couvain. Et effectivement, nous les apiculteurs, on va poser ce qu'on appelle une grille à reine, qui va permettre d'éviter à ce que la reine puisse monter dans la partie haute qu'on va venir poser sur le corps de ruche qui s'appelle la hausse. Voilà, donc c'est cette partie qui est un peu plus petite. Et en fait, cette hausse, c'est la partie dans laquelle en fait, les abeilles vont venir stocker l'excédent de miel dont elles n'ont pas besoin en bas, c'est-à-dire qu'elles ont déjà rempli en bas, en miel, en pollen, en couvain. Et quand il n'y a plus de place en bas, elles montent l'excédent de miel en haut. Donc elles vont commencer par construire des jolis alvéoles dans lesquels elles vont stocker du miel qui a été transformé à partir de nectar, par exemple. Donc elles vont s'échanger le nectar et le transformer en miel. Donc là, on voit déjà les alvéoles qui se sont remplies. Et puis, quand c'est bien plein, et une fois qu'elles ont ventilé, déshumidifié ce nectar, elles l'ont transformé en miel et qu'il est au bon taux d'humidité pour être conservé, parce que s'il y a trop d'eau, ça fermente. Donc avec nos miellets en France, on considère qu'il faut un taux d'humidité de 18% pour que le miel soit stabilisé et qu'il ne puisse pas fermenter. Et donc quand il est exactement au bon taux, elles operculent, c'est-à-dire qu'elles vont recouvrir d'une fine pellicule de cire. Voilà cire d'abeille. Voilà, les cadres de hausse. Okay. Et là, c'est un cadre qu'on va pouvoir récolter. En fait, on va commencer par une première étape qui est de désoperculer, donc d'enlever cette couche de cire avant de pouvoir introduire le cadre dans un extracteur qui est ni plus ni moins qu'une centrifugeuse. Alors les ça amateurs tourne, par exemple ça peut être manuel, les professionnels ils sont un peu plus gros, ils sont avec un petit moteur électrique, mais c'est le même principe, ça peut être une chaîne d'extraction si on est vraiment un apiculteur avec beaucoup de ruches, et ça va permettre de sortir le miel des alvéoles. Ce cadre là par exemple c'est un cadre de miel qui a été extrait. Ok. Et pour information, quand vous extrayez le miel des ruches, vous leur laissez, quelles sont les dates? Et vous leur prenez combien, on va dire, de miel sur 100%, enfin 50%, 40% de miel? Alors c'est pas tant en termes de pourcentage et les dates c'est pareil, c'est en termes de quantité de miel qu'elles ont et par rapport au mielet et ce dont on veut leur laisser par rapport à ce qui les attend devant. Parce qu'effectivement on a plusieurs mielets, par exemple si je prends le cas de la Drôme, on va commencer sur l'acacia et les fruitiers, diverses, donc on va
va récolter, on va faire une première récolte début juin, après on enchaîne avec la lavande. Et là, non, d'abord, après l'acacia, il y a le châtaignier, pardon. Donc on va récolter à nouveau fin juin. Ensuite, il y a la lavande qui va les amener jusqu'à fin juillet. Et du coup, on va faire plusieurs récoltes successives pour avoir ces différentes mielées. On ne récolte toujours que ce qu'il y a en excédent, on en laisse toujours le bas. Ah, d'accord. Et donc en pourcentage, ça dépend vraiment de la force de la colonie. Une colonie très forte, elle va remplir tout le haut. Une colonie moins forte, elle aura fait peut-être la moitié des cadres en haut. Et des fois, on peut même avoir plusieurs hausses. Dans ce cas-là, on est content. Oui, Quand oui, on remplit une première, on en remet une deuxième, une troisième, etc. Et quand vous parlez de hausse, on peut appeler ça étage ou vraiment c'est le terme hausse employé? Le terme c'est hausse, mais c'est des étages, on est bien d'accord. Et effectivement, après, on a des colonies qui peuvent en remplir. On évite de leur en mettre 5, mais techniquement, c'est ce qu'elles font. Surtout, elles peuvent en faire plusieurs dans la saison. Donc, moi, cette année, j'ai des colonies qui m'ont fait, par exemple, 5 à 7 hausses les plus fortes. Quand il y en a d'autres qui en ont fait 0 ou d'autres, la moyenne, on va dire, on est plutôt entre 3 et 5. Et certaines que 2, voilà. Et donc c'est ce qui nous permet aussi d'évaluer nos colonies et derrière de faire nos choix de renouvellement de génétique quand on veut avoir des ruchers bien homogènes, ce qui est dans l'intérêt aussi des abeilles parce qu'effectivement les ruches les plus faibles ont tendance soit à être pillées, soit à être attaquées par les frelons asiatiques. Ouais, malheureusement. Et donc pour extraire le miel, vous avez besoin de votre enfumoir, c'est ça? Alors, non. Alors, oui et non, en fait. L'enfumoir, il sert plus pour les visites de la ruche, puisqu'on va en fait avertir les abeilles en produisant de la fumée qu'on va les embêter un petit peu. Et puis, il peut servir également, effectivement, au moment de l'extraction. S'il nous reste encore des abeilles, alors c'est vrai que nous on utilise typiquement des chasses-abeilles qui vont permettre en fait aux abeilles de descendre dans le corps de ruche la nuit quand elles se grimpent et qu'il fait un peu plus frais. Et c'est un peu comme un principe de labyrinthe, elles vont trouver facilement le chemin pour descendre, mais elles vont avoir plus de mal à trouver le chemin pour remonter. Ce qui nous permet quand on extrait d'avoir le moins d'abeilles possible. S'il en reste un peu, des fois, du coup c'est pas tant l'enfumoir qu'on utilise pour récolter, mais la balayette qui est ici. Et qui va nous permettre en fait d'enlever les quelques abeilles qui restent comme ça, sans trop les blesser, en évitant le plus possible de les blesser. On peut arriver comme ça, grâce à la balayette, à enlever les abeilles qui resteraient, mais il en reste très très peu grâce aux chasses-abeilles. C'est un petit peu fastidieux, un petit peu long à mettre en place, mais c'est quand même très très pratique. Et après le dernier outil qu'on utilise qui est important aussi, c'est le lève-cadre. Alors ça c'est parce qu'effectivement elle propolis, on le voit bien ici, avec de la cire et de la propolis un peu partout. Elles vont mettre de partout dans tous les endroits par lesquels peuvent rentrer soit des courants d'air, soit des bactéries, soit quoi que ce soit. Et en fait la propolis c'est l'antibiotique naturel des abeilles. Et donc ça colle vraiment fort. Et donc pour séparer comme ça les hausses par exemple, on va faire ce mouvement là. Ou par exemple pour lever un cadre, on va faire ce mouvement-là, et de façon à ce qu'on puisse détacher facilement sans pareil, en évitant de blesser les abeilles en les écrasant malgré nous. Cet outil-là va nous permettre de le faire le plus efficacement possible en fait. Enfin, donc le lève-cadre. Donc c'est ce serait pour décloisonner quelque chose de... Elle l'empoisonner elle-même? C'est pour décoller en fait. Décoller parce qu'elles systématiquement elles vont recoller tous les petits interstices, elles vont venir les boucher avec ce mélange miel et propolis. À la fois pour garder un état sanitaire très bon dans la ruche et en même temps par rapport au courant d'air, puisqu'en fait dans la ruche, il est important qu'elle maintienne la température à 34 degrés et le degré d'humidité à 80% pour le bon développement du couvain. Okay. Donc, surtout dans cette partie. Et pour information, quel type de produit il ne faudrait pas utiliser pour justement embêter les abeilles? Alors déjà les produits phytosanitaires, pesticides qui sont dangereux pour les abeilles d'élevage, mais aussi pour les pollinisateurs sauvages. Donc effectivement, on est un petit peu inquiet là en tant qu'apiculteur avec la pause sanitaire qui a été évoquée dans les déclarations de notre gouvernement la semaine dernière, puisqu'effectivement en France on avait pris un petit peu le devant en fait sur l'interdiction de certains produits phytosanitaires qu'on sait être dangereux pour
des Pour les pollinisateurs abeilles, et qui sont souvent dangereux pour l'humain aussi. Ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde quand même d'être très vigilant sur voilà, les autorisations qui sont faites de ces produits-là. Et puis après, quand même les dangers, outre les produits phytosanitaires pour les abeilles, ce contre quoi elles doivent lutter, c'est le varroa. Le varroa, C'est quoi? c'est un parasite qui se développe dans le couvain d'abeilles et qui va leur transmettre 20 à 30 virus différents, avec lesquels malheureusement on doit composer depuis les années 90. Donc on utilise des traitements à base quand on est en bio, c'est des produits qui restent naturels, un acide oxalique notamment qu'on retrouve dans la rhubarbe. Là on est beaucoup plus concentré pour traiter Et juste pour le varroa. information, c'est quoi la différence entre un miel bio et un miel naturel? Alors, oui, il y a des C'est bizarre quand même cette appellation parce que... Alors, les deux sont naturels. Hein. Le miel est par définition en Europe, la définition c'est que c'est un produit 100% naturel. La différence avec le bio, c'est simplement quelques petites nuances sur la façon d'élever nos abeilles et les produits qu'on met dans la ruche. Et surtout la certification, comme une parcelle en bio doit être certifiée, donc avec un contrôle. Et une ruche, pareil, il y a une forme de certification des seins, du cheptel. Quand on élève des animaux, les vaches, les chèvres, c'est pareil, c'est le cheptel qui est certifié. Donc on est contrôlé. Et effectivement, il y a certains traitements à base de molécules chimiques qu'on ne peut pas utiliser en bio. Cela dit, l'acide oxalique est autorisé et l'acide formique qui sont utilisés en bio sont efficaces. Donc on n'est pas plus mal loti en bio que le conventionnel. Par contre, certaines autres molécules ne sont pas autorisées, qui peuvent être utilisées en conventionnel ne sont pas autorisées en bio. Certaines pratiques aussi d'élevage. En fait, en bio, on va dire qu'on a un cahier des charges qui est un petit peu plus exigeant sur les cires qu'on peut être amené à introduire dans les ruches, il faut qu'elles soient certifiées bio. Les abeilles qu'on achète pour renouveler nos cheptels doivent être certifiées bio. Et après, le miel lui-même, là on parle du cheptel. Là c'est différent, le miel, lui, on peut être certifié bio en théorie quand il vient de France. Je dis bien quand il vient de France. Ouais, parce que c'est contrôlé. Parce que la règle du bio n'a rien à voir En France et en Europe. En France, en Europe et surtout en dehors de l'Europe. La Chine, pour ne pas les citer. Ok, d'accord. Moi j'avoue que quand je vois quelque chose qui vient de Chine, il y a marqué bio, j'ai un petit peu du mal. Parce qu'en France, par exemple, il faut que 50% des cultures à 3 km autour de la ruche, 50% des cultures soient bio. Ok, d'accord. Et c'est Ouais, ça mais après, le problème, c'est que même nous en France, on y arrive à faire un peu comme en Chine, malheureusement. On centralise le miel. Beaucoup moins quand même, hein, ça n'a rien à voir. Et puis, ok, d'accord. chaque pays, nous on a fait avec l'association pour le développement de l'apiculture de la région, là, la DAORA. On a fait des voyages en Italie, en Espagne pour aller visiter nos collègues. Bon, chaque pays a un peu ses spécificités, mais donc ça n'a rien à voir. Nous, on continue d'élever des abeilles et on ne mélange pas. On ne fait pas de mélange. Il y a un rapport de la Commission européenne qui, sur 320 échantillons de miel, 46%, donc c'était 86 échantillons qui étaient à 76% considérés comme frelatés, c'est-à-dire qu'il y avait des sirops de sucre exogène rajoutés dans le miel, et ça c'était des échantillons qui étaient tous en provenance de Chine. Ok, d'accord. Donc les pratiques ne sont pas les mêmes, la définition du miel n'est pas la même en Chine. En Chine, vous avez, voilà. Après, si vous voulez vraiment faire des recherches. Non, mais il n'y a pas de souci. Et juste pour information, pour quelqu'un qui voudrait débuter, le prix moyen est avec quoi commencer? Juste en tant qu'internateur ou pour aimer les abeilles? Alors déjà, je vous invite, les gens qui s'intéressent à l'apiculture, il y a pas mal d'associations qui peuvent vraiment accompagner ces réflexions-là. En Auvergne-Rhône-Alpes, typiquement, on a l'ADAORA, donc il y a un site internet et puis on peut vraiment arriver à trouver plein d'informations sur les différents modèles économiques des apiculteurs. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il y a 30 ans, hein, comme je vous l'indiquais. Et on est quand même dans une région où il y a déjà beaucoup d'apiculteurs, donc pour arriver à être finalement sur un secteur, exercer son activité et notamment avoir une bonne visibilité sur ses débouchés. Parce qu'aujourd'hui, on vit une période à nouveau, ça a été le cas dans les années 90, d'après ce qu'on m'a expliqué, hein, où malgré qu'en France, on soit le plus gros pays consommateur de miel en Europe, et qu'on ne produise pas autant de miel qu'on consomme. En gros, on consomme plus de 45 000 tonnes
et on en produit entre 20 et 30. On consomme plus que ce qu'on produit. On consomme effectivement beaucoup plus que ce qu'on produit, mais on est confronté à une forme de concurrence déloyale des miels d'import, comme on l'évoquait plus tôt, qui rend la commercialisation du miel et la viabilité des modèles économiques en apiculture assez complexe aujourd'hui. Je pense que quelqu'un qui exerce ce métier-là en complément d'une autre activité peut éventuellement, et encore c'est pas certain, avoir un complément de revenus qui justifie du temps qu'il passera. Après, sans avoir le revenu, juste pour la beauté de la nature. Alors là, oui, en tant qu'amateur, bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est pas le même objectif. C'est ça. Pour le dernier tirage en tant qu'amateur, l'idéal, c'est quand même d'avoir au moins 3-4 ruches. Siom et Paloma, c'est qui? Et en budget, donc on part sur Paloma. un budget de 150 à 200 euros pour la ruche elle-même. Ouais. 150 à 200 euros pour le... Duretz, Siom et Paloma. Donc on va dire à moins de 400 euros par ruche et 4 ruches par rucher. Donc on va être sûr de pouvoir les renouveler, comme je vous l'ai indiqué, on perd 30%. Donc si vous perdez toutes vos ruches, c'est compliqué de redémarrer à zéro et à chaque fois vous devez racheter des dessins. Ce qui est important, c'est de bien se former aux techniques de lutte contre le varroa. Diana Fekete. Même en tant qu'amateur. Est-ce que Diana Fekete est là? Merci. Elle a aussi gagné un lot si elle est là. Je commence à arranger un petit peu parce que là, du coup, on doit libérer la salle avant 20h.